Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Vox Africa pour votre émission Vox Live. Cette émission qui a pour objectif de décrypter, de débattre sur l'actualité africaine. Aujourd'hui, on parle de l'AES et de la CEDEAO. On est tous d'accord sur l'importance cruciale de la coopération régionale pour la stabilité et le développement de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce contexte, la réconciliation entre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et la CEDEAO est-elle réalisable et bénéfique? Voilà le thème du jour, mesdames et messieurs, que nous allons aborder avec nos invités du jour. Bienvenue à vous. Donc, Yannick Fournier, vous êtes ingénieur financier. Bienvenue à vous. Merci. On continue avec monsieur Herman, et vous êtes écrivain et formateur en communication. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons Babadem. Babadem, bienvenue. Toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vox Live. Vous êtes journaliste. Plaisir partagé et bonjour à tout le monde. Et nous avons Djibi Batili. Vous êtes initiateur du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Bonjour. Bienvenue à tous. Donc, c'est un sujet qui fait énormément débat. On va en parler ici dans votre émission donc Vox Live. Alors, premier tour de table, vous en pensez quoi? AES, CEDEAO, une réconciliation possible? Rapidement, sans rentrer dans les détails. Herman? Possible, oui, tout est possible dans l'absolu. Maintenant, est-elle souhaitable et sur quelle base? Je pense que pour pouvoir apporter une réponse solide et intellectuelle, il faut prendre un peu de recul, du recul historique. Et à partir de là, on comprend que cette réconciliation s'inscrit, en tout cas cette perspective s'inscrit dans une forme de résurgence d'une guerre froide qui ne dit pas son nom, entre d'un côté le bloc, entre guillemets, le bloc russe, et de l'autre côté le bloc américain occidental. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir si cette réconciliation est faisable, souhaitable et sur quelle base. Très bien, réalisable. J'aborde sur la même lancée pour disant que c'est possible en dehors des blocs. C'est possible en dehors des blocs. D'accord. Être non aligné, en quelque sorte, comme à Bandung. On continue avec Babadem. En l'état actuel des choses, si rien ne change, c'est-à-dire que la CEDEAO a les mêmes positions, l'AES les mêmes positions, irréconciliable. Très bien. Non, moi je ne vois pas de réconciliation possible parce que du côté de la CEDEAO, les causes qui ont engendré cette rupture n'ont pas été attaquées. Et du coup, ce sera difficile pour l'AES de renoncer à tous les engagements envers les peuples, envers les panafricains et envers le monde entier qu'ils ont pris. Donc ce sera un peu comme ce désir de revenir sur le pas. Parce que à ce jour, en fait, ils ont entamé pas mal de chantiers et ce sera un peu fatal de renoncer à tout et revenir vers des gens qui, eux, ne veulent pas évoluer, ne veulent rester dans le même petit confort de la France-Afrique et de toute la corruption et de tout ce qui est lié. Donc moi, je ne vois pas l'AES revenir dans la CEDEAO en l'état. D'accord. Autre question. Selon vous, y a-t-il une véritable brouille entre l'AES et la CEDEAO? Parce que ce n'est pas parce qu'on a quitté qu'on est fâché. On peut quitter et finalement se quitter en bon terme en se disant, voilà, chacun fait son chemin. Moi, je pense qu'il y a derrière justement ce conflit en apparence, se cache une sorte de rupture intergénérationnelle. L'AES incarnant la nouvelle Afrique, une Afrique qui se lève, qui parle fort et qui, par extension, brise enfin, et la société africaine, à commencer par la jeunesse, l'attendait de pied ferme, brise enfin ce complexe d'infériorité à l'endroit de l'Occident, comme l'a évoqué le ministre des Affaires étrangères extrêmement charismatique, Abdoulaye Diop, tout récemment à Bruxelles. L'enjeu se situe au niveau vraiment de la psychologie collective. Et l'AES incarne cette renaissance de Soundiata Keïta. Elle montre à la face du monde que l'Afrique n'est pas la terre de Kirikou, ni de Tintin en Congo, que l'Afrique est avant tout la terre de Soundiata Keïta et de Narmer. Donc rien qu'à ce titre, c'est quelque chose qu'il faut souligner, à mon sens. Et la CEDEAO, quant à elle, incarne, ça a été évoqué ici, incarne un empire qui ne veut pas mourir, incarne un précaré, incarne l'air, c'est encore l'ombre de Focard qui plane, l'entre-gens, une interdépendance, on peut même aller jusqu'à parler de certaines loges, voilà, cette espèce d'entre-soi vieillissant, et qui, si ouvertement s'oppose, je pense qu'en coulisses, encourage l'AES à incarner ce renouveau. Comment réagiraient ou comment réagissent les Sénégalais du plateau?
au Conseil. Non, le Sénégal, il est un petit peu clair, parce qu'on peut dire que l'un des locomotives qui a été davantage au niveau de l'AEF, ou la force de frappe de l'AEF, en dehors du Nigeria, c'est le Sénégal. Le Sénégal, il est clair dans sa démarche pour dire qu'il faut une réforme. Est-ce qu'il est... On parle des États-Unis d'Afrique. Est-ce qu'il est utile de quitter une institution existante? C'est vrai qu'elle est obsolète. C'est comme l'ONUA, il est obsolète. Oui, c'est pour ça qu'il a utilisé des mots très forts concernant la CEDEAO et le Sénégal. Pourtant, le Sénégal il y est. Donc le Sénégal, pour moi, il est dans une démarche de dire que est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de se remettre sur une table et de pouvoir réformer? On parle du franc CFA et que tout le monde sait que le franc CFA n'est pas à l'avantage des Africains, qu'ils soient de l'Afrique de l'Ouest comme au niveau de l'Afrique de l'Est. Parce qu'il y a deux francs CFA que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. La question, elle est très claire et je repose cette question-là. Aujourd'hui, on propose deux modèles. On a la possibilité d'avoir deux modèles qui sont clairement identifiés, à savoir la CEDEAO, donc qui continue, qui persévère dans sa continuité, et nous avons l'AES qui a décidé de faire rupture. Et donc aujourd'hui, on a des pays qui sont dans l'AES, à savoir 3 pays, et on a des autres pays qui sont dans la CEDEAO et qui continuent à être dans la CEDEAO. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, ici je reprends vos termes, pourquoi ces pays qui sont encore dans la CEDEAO, est-ce que vous validez les propos de monsieur? Est-ce que les pays qui sont encore dans la CEDEAO se disent bah oui, effectivement, c'est un système colonialiste, il n'y a pas d'intérêt pour les Africains, nos populations ne gagnent rien. Pourquoi finalement les gens y restent? Parce qu'il faut déjà poser le débat au contexte. L'AES, sa raison d'être, elle était davantage militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à des réalités de terrain, des djihadistes, qui sont interconnectés du Nigeria au Burkina Faso, de voir comment ensemble on arrive à synergiser un petit peu nos compétences. C'était avant l'AES, effectivement, c'était une alliance militaire pour répondre. Voilà, donc ça dit que déjà le contexte, il est militaire. Il était militaire. Et donc ensuite, après, il a évolué. Ça a évolué et au moment des sanctions. Donc, au moment des sanctions, il fallait trouver, de dire que nous tous, on a été sanctionnés. Comment, ensemble, on arrive à survivre? Parce qu'il ne faut pas oublier que... Il y a quand même eu des étapes, c'est-à-dire qu'il y a eu des sanctions contre ces pays-là, le Mali, le Burkina Faso, ensuite le Niger. Donc, les autres pays de la CEDEAO étaient bien présents. C'est-à-dire qu'ils ont vu les sanctions qu'il y a eu dans ces pays-là. Pourtant, est-ce qu'ils se sont levés? Est-ce qu'ils ont décidé de quitter aussi la CEDEAO? La question, c'est pourquoi et comment vous pouvez expliquer que ces pays-là soient restés et, entre guillemets, valider un petit peu ce qu'a fait la CEDEAO? Est-ce qu'il y avait soit une échappatoire, à savoir, soit j'y reste et finalement je valide indirectement ce que la CEDEAO a fait contre ces pays-là, ou je reste à l'intérieur, mais j'essaye de négocier pour le Mali ou le Sénégal. Donc c'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est quoi la position? Dans le cas, par rapport à la question du Sénégal, la position, avant, on va parler de Sonko et de Diomaye Faye. Avant même les élections, leur position était de ramener les pays de l'AES au sein de la CEDEAO et en changeant la CEDEAO de l'intérieur. C'était ça leur vision, en fait. Sinon, dans ce cas, on légitime effectivement, c'était ça la position du Sénégal. Allons avec, et d'ailleurs, les mots étaient clairs de Diomaye Faye. Je vais parler à nos frères maliens, burkinabés et nigériens. On va essayer d'aller, on va aller avec eux parce qu'on ne peut pas s'en passer d'eux, mais de reconstruire la CEDEAO, et pas la CEDEAO vue comme la CEDEAO du syndicat des chefs d'État, mais la CEDEAO des peuples, qui pensent à l'intérêt des peuples. C'était ça le discours. D'ailleurs, quand Diomaye Faye est parti au Mali, dans sa déclaration commune aux journalistes, c'était le peu qu'il a pu dire, il a dit, nous avons parlé. Il a déjà dit que lui, il n'est pas un envoyé de la CEDEAO, qu'il n'est pas parti aller voir Alassane Ouattara pour être un envoyé, ou Tinubu pour être un envoyé et négocier avec les gens de l'AES. Mais il est venu de son propre chef et il a dit une chose qui permet un peu de voir le débat. Il a dit ils sont dans une position rigide, mais pas inflexible.
C'est important et on va en parler, on va mettre voilà, il a bien dit rigide, mais pas inflexible. Dans un instant. Donc je réitère ma question. Est-ce que si on est dans la CEDEAO, on est contre l'AES et si on est dans l'AES, on est contre la CEDEAO, en résumé? Non, déjà, j'ai voulu revenir sur les déplacements du président Faye. Je pense qu'il a 2 trains de retard sur l'AES. Pourquoi 2 trains de retard? Parce qu'il incarne justement ce qu'on veut changer en fait. Ce qu'on veut changer, c'est quoi? C'est la politique du dilatoire. Parce que je pense qu'il a eu au moins 1 an pour préparer un discours à l'attention de l'AES, de telle façon que lorsqu'il arrive, il dit « Ok, j'ai entendu vos plaintes, voilà ce que je propose. » Donc, il a proposé ni un plan de réforme de la CEDEAO, ni un plan pour répondre aux besoins de l'AES, rien du tout. Donc, il débarque là, il dit « Les gars, revenez, on reprend comme avant en fait. » Donc, lui, il est juste dans la démarche de dire « Bon, vous en voulez trop, revenez à la maison et on reprend tout en fait, comme à la base. » Sinon, il représentait un plan clair à l'AES parce que le ministre Diop, il a exposé des problèmes concrets, des problèmes d'accès aux armements, des problèmes de coordination de l'action militaire, des problèmes économiques. Mais qu'est-ce qu'il fait à répondre à cela? Rien. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est écrit dans leur livre, le projet, incarné forcément par Sonko, mais sur tout ce qui était même plan d'action, ce que Sonko avait dit, si le Mali est attaqué, nous-mêmes, nous allons les aider, en tout cas à ce moment-là, avant qu'il aille en prison, nous allons amener nos militaires pour défendre avec les... Y a-t-il un avant-prison, un après-prison, un avant-élection, après... Non, mais c'est-à-dire que la partie... Non, c'est dit dans son... Que ce soit dans solution, mais le projet, c'est indiquer la politique du Sénégal au niveau de la CEDEAO. C'était avant même que l'AES ne vienne. Mais honnêtement, c'est-à-dire que la CEDEAO a quand même des instruments à l'intérieur. Le tout, c'est de changer les hommes ou alors d'être en adéquation avec l'intérêt de son peuple. Vous en pensez quoi? Quels instruments de changement ont-ils? Non, je veux dire, en termes économiques déjà, la facilité de déplacement pour les entrepreneurs à travers la libre circulation. Pour moi, c'est une chose très positive dans l'espace CEDEAO. Investir dans les Exactement, infrastructures. on a déjà ça. On a la ZLECAf qui fait ça. Oui, mais le fait de l'avoir, je veux dire, c'est ça que j'appelle les outils d'intégration africaine et régionale. Je ne parle pas du franc CFA, mais cette manière d'avoir un passeport unique entre nos pays, la CEDEAO. Le côté aussi qui est un peu pris, mais on ne connaît pas trop de l'OHADA, mais qui permet au moins d'entreprendre avec ce passeport dans n'importe quel de ces pays. Pour moi, ce sont des avantages qu'on ne doit pas... Il y a des avantages qu'il ne faut pas... En tout cas, ça c'est important. Mais Monsieur Yannick Fonnier, il y a quand même un point, vous êtes revenu, sur lequel il faut revenir, c'est-à-dire que vous avez dit comme quoi Diomaye Faye est parti au Mali, au Burkina Faso, sans plan concernant la réforme de la CEDEAO. Mais avant même ça, est-ce que vous attendiez à cette visite de la part de Diomaye Faye et cette volonté de Diomaye Faye de faire en sorte que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens reviennent dans la CEDEAO? Est-ce qu'on a pensé à ça? On s'est dit, tiens, peut-être que le Sénégal va avoir cette posture-là, il va avoir cette action-là, va mener cette action-là. On était quand même étonnés. Oui, en fait, sa visite, c'était attendu. Maintenant, l'attitude, elle était un peu aussi prévisible parce que dans l'histoire, il n'y a pas que l'AES et la CEDEAO. Il y a une troisième entité très importante, c'est la France. Donc, tant que les autres ne veulent pas ajuster leur attitude vis-à-vis de la France, ça coince en fait. Oui, mais là, on parle quand même de Diomaye Faye, c'est-à-dire que Diomaye Faye, le duo avec Sonko, je sais pas, Baba... Oui, mais après, si je puis me permettre, il y a Diomaye Faye ou Sonko, les opposants au pouvoir, et puis après, il y a les tenants du pouvoir. Gouverner, c'est rentrer dans un jeu, surtout aujourd'hui international, où les enjeux se trouvent surtout dans l'ombre. Le vrai pouvoir, ce n'est pas le pouvoir politique. D'accord. Donc vous pensez aujourd'hui que l'action de Diomaye Faye a été pilotée par l'extérieur? Non, ce que je dis, moi, c'est qu'il y a la théorie, les principes qui les ont animés, et puis après, maintenant, il y a la pratique. Et la pratique se heurte à la réelle politique. La réelle politique
Quand vous rentrez dans un bureau, vous êtes président, maintenant vous entendez que vous allez devoir composer avec tel hedge fund, vous allez devoir composer avec telle puissance économique, et à partir de là, vous ne pouvez pas juste, comme un adolescent qui passerait le bac, rayer d'un trait de plume la France-Afrique au seul motif que vous êtes porté par des valeurs panafricaines version Nkrumah ou Sankara. Vous composez avec la réalité. C'est ça. Et c'est à ce moment justement que le président se dégage avec son caractère. Est-ce qu'il a assez d'écran? Voilà, c'est pour ça que la question elle est très claire. Est-ce qu'on s'attendait à ça, c'est-à-dire à cette demande du président sénégalais? Oui, mais ce qu'il faut tenir compte, comme dit mon ami, les réalités du pouvoir ne sont pas les réalités de l'opposition. Diomaye, il a la volonté et l'envie et l'ambition de vouloir changer les choses. Mais quand vous êtes dans une économie où 75% de l'économie ne vous appartient pas, au niveau des banques, vous avez des banques où 75% de ces banques-là ne vous appartiennent pas. Donc, est-ce que tu vas venir directement foncer au mur? Ou bien il faut falloir déjà s'asseoir, tenir compte des réalités, parce que Diomaye est là que depuis 3 mois maximum. Est-ce qu'à cette personne-là qui va venir au Mali pour être un donneur de leçons, imagine-toi que Diomaye vient au Mali avec un plan. L'AES, c'est une opportunité en fait. Imagine-toi, Diomaye vient au Mali avec un plan. Comment les Maliens vont appréhender ce plan-là? C'est quelqu'un qui est un donneur de leçons. On n'est pas dans une relation de patient et infirmier, ou bien médecin et infirmier. Le Mali n'est pas, ou bien l'AES n'est pas le patient et Diomaye le médecin. Tous sont dans la même situation. Maintenant, c'est quelle est l'attitude de tous envers cette situation? Bien sûr. Là, vous parlez justement de l'externalisation de l'économie sénégalaise. C'était l'opportunité pour le Sénégal de dire, OK, nous avons entendu le Mali, nous avons tel sujet en commun et on fait front commun pour tel sujet. Bon, par la suite, après l'AES... Ça s'est fait. C'est-à-dire que ce que les gens ignorent, au niveau de l'appui que le Sénégal a au Mali, au niveau de la frontière entre le Sénégal et le Mali... Ça, c'est des micro-événements. Non, c'est une réalité. Je te dis ce que je vous dis, c'est des réalités. Qu'est-ce que le Sénégal fait pour appuyer le Mali au niveau de sa frontière entre le Sénégal et le Mali? Est-ce que ça, vous le savez? En termes de déplacement... Je pense qu'on n'a jamais dit qu'il y avait un problème entre le Mali et le Sénégal. Ça dit que bien sûr. Le gouvernement, il y a des coopérations bilatérales. Il y a c'est-à-dire que le premier partenaire militaire du Sénégal, c'est le Mali. Le premier investisseur entre le Mali et le Sénégal, ça va même au-delà des gouvernants. Au-delà des gouvernants. C'est-à-dire que le Sénégal et le Mali, comme le Sénégal avec la Guinée ou autre, n'ont jamais eu de problème. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas dans un gouvernement malien, il y a toujours un Sénégalais dedans. Quand tu vas dans un gouvernement sénégalais, il y a toujours un Malien dedans. Donc, ça dit qu'on va au-delà de dire que... Non, je connais très bien les brassages socio-économiques entre l'AES et le Sénégal. Il ne faut pas te permettre d'aller à Bamako comme donneur de leçons. Pour moi, je vois malsain de venir à Bamako, vous dire, pour que vous puissiez revenir dans les CEDEAO, c'est ça et ça et ça que je vous propose. En tout cas, il a demandé au Mali de revenir quand même dans la CEDEAO. De formuler une offre. S'ils n'ont pas d'offre, ça veut dire qu'ils n'ont pas de solution. Mais qui vous a dit qu'ils n'avaient pas d'offre? C'est pas connu. Ben justement, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas eu, en tout cas... L'offre, c'est pas dans les couloirs. C'est une offre officielle. Parce que les sujets sont officiellement exposés. Oui, mais il a été clair. Je n'ai pas été envoyé ni par Tinubu. En fait, en gros, le point focal, c'est-à-dire que si je dois caricaturer, et peut-être c'est la communication qui est partie ainsi, c'est que quand Diomaye avait commencé, les premières choses que font les chefs d'État nouvellement élus, en tout cas dans le cas du Sénégal ou dans certains pays, une fois que tu es élu, la première chose, c'est d'aller chercher les consignes du côté de la France. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à cette fois-ci, il a surtout fait les premières tournées. Il n'a pas commencé par l'AES. Il a fait la Mauritanie, ensuite la Gambie, ensuite c'était... Guinée-Conakry. Non, Guinée-Conakry. Non. Guinée-Bissau, voilà. Guinée-Bissau. Ensuite, c'est la Côte d'Ivoire, je pense. Côte d'Ivoire. Après, c'est là où il a commencé, Guinée et... Ça, c'est des civilités lorsqu'on arrive au pouvoir. Non. Le cœur du sujet. Ils vont en France, ils vont chercher... Oui, je n'ai pas envie de nommer le nom de l'autre personne si elle avait été élue. Mais celle-là, je vous dis que l'élection, elle était à Paris, automatiquement. Non, ça, c'est des épiphénomènes. Autre chose, ce qui est bien dans ce cadre, c'est que au moins, Diomaye Faye n'a pas... Je mets toujours Diomaye Sonko, etc. Ils n'ont pas été élus par un lobby. Ce n'est pas un candidat de la France.
pour une fois. Il n'y a pas de lobby derrière eux. Le seul lobby qu'ils ont, c'est le lobby du peuple. Bon, ça, on ne saura pas. Ce qu'on veut, c'est des actes concrets. Il y a un problème officiel qui est exposé, tout le monde le connaît. Et à ce problème, c'est quoi la réponse officielle? Ça, on l'attend. Les petites relations entre le Mali, le Sénégal, ça, c'est des peuples. Il y a des passages économiques, on parle sociaux, de l'AES. Multiséculaires. C'est le même peuple, en fait. Tout à fait. C'est le même peuple. Les Tout à fait. les Somalinké, Moi, de part et d'autre. ce qui me surprend, messieurs, si je puis me permettre, c'est comment peut-on parler de ce conflit ou de ces épiphénomènes sur le continent sans d'abord parler du bras de fer entre Poutine et Biden, si tant est que Biden gouverne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait très bien que l'Afrique est un théâtre d'opération, est un gâteau que les grandes puissances à l'échelle du monde essayent de se partager. En interne, il y a certains chefs d'État de nouvelle génération qui veulent un peu montrer qu'ils incarnent une nouvelle réalité, un nouveau sursaut. Il n'empêche que, en termes de pouvoir, pour le moment en tout cas, faute d'être suffisamment formés, faute de détenir suffisamment l'économie, on parlait de 75% d'économie aux mains des étrangers, on sait que sur le domaine militaire, le domaine culturel, la Russie, bon, par l'intermédiaire, on a parlé de Wagner, on parle de wagnérisation du continent. Est-ce que le vrai bras de fer ne se situe-t-il pas là, tout simplement, entre eux? Est-ce que, en gros, l'Afrique passe d'une tutelle française à une tutelle russe? C'est ça le vrai débat. Justement, je crois que non. En fait, il y a deux choses. Ouais. La Russie a influencé dans les basculements qui se passent parce qu'à la veille du basculement au Niger, il y a, lorsque la France était JVC, on n'intervient pas. Il y a un général qui a dit ceci: je n'aimerais pas que mes hommes se retrouvent nez à nez avec Wagner. Donc ça a été un élément assez dissuasif pour que la France n'intervienne pas au Niger. Donc ça a assez influencé. Et maintenant, dans la reconquête des territoires maliens, on a par exemple la Turquie, parce que lorsque vous parlez de Russie, USA, il y a des grosses puissances, mais aussi des puissances émergentes comme la Turquie, la Turquie et l'Iran, qui ont beaucoup soutenu les pays d'AES en termes d'armement, en termes de formation, surtout en termes de drones, qui ont fait la différence sur le terrain. Donc il y a la Russie qui a un rôle un peu plus diplomatique et stratégique en termes d'information, ça c'est la Russie. Maintenant, en termes d'opérationnalité militaire, on a vu les drones sont beaucoup plus iraniens. Donc, il y a ces blocs-là. Et aussi, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que si la Russie s'est assez de temps impliquée, c'est parce qu'à un moment donné, elle se retrouve à un tournant de l'histoire où elle doit absolument se faire de nouveaux partenaires en Afrique. Donc, sortie de son cocon habituel parce qu'elle est acculée par la Chine à l'est de la Russie. Donc, vu le contexte d'ostracisation dont elle a subi. La Russie est acculée par la Chine? Oui, actuellement. De côté de l'Asie, parce que les routes de la soie, ça essaie de repasser dans les territoires anciennement URSS, donc apporte une autre approche plus économique. Donc, du coup, ça fait que la Russie doit absolument se redéployer ailleurs. Et l'objectif de l'Occident dans la guerre nucléaire, c'était d'isoler la Russie sur la scène internationale. Biden l'a bien dit. Donc, la Russie, c'est un peu comme une rencontre de deux besoins. Le besoin de la Russie de se refaire une nouvelle place sur l'échiquier international. Le besoin de l'Afrique d'avoir un partenaire solide, ce qui on peut compter. C'est que nous, le Sénégal, on a été clair. Le Sénégal ne va pas laisser la France pour aller voir la Russie. Nous, ce qu'on veut, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Parce que c'est le choix du Niger, Burkina Faso, Mali, de faire confiance à Wagner. Il parle d'un monde multipolaire plutôt. Malheureusement, derrière, il y a une réalité économique. Parce que maintenant, la majeure partie des mines d'or, des mines de diamants qui sont au Mali, au Niger, ou autres, actuellement, il y a une mine d'uranium qui a été enlevée du main des Français pour le donner à Wagner. Peut-être que les contrats ont été mais négociés. vous n'avez pas vu le contrat, donc vous ne pouvez pas la Il y a un rapport gagnant-gagnant. Nous, Sénégalais, on est contre. Non, mais vous ne pouvez pas la Non, filmer, c'est-à-dire qu'on revendique, nous, Sénégalais, j'ai dit, nous, Sénégalais, on ne va pas laisser la France pour aller dans les mains de la Russie. On peut faire une chose. On va regarder ce que la France nous offre, ce que la Russie nous offre. Si ce que la Russie nous offre est mieux et sécurisé et dans le long terme, parce que ce n'est pas le court terme qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le long terme. Parce que regarde la majeure partie. On peut parler de l'Afrique centrale.
Bien sûr. Regarde l'Afrique centrale, ce que Wagner a fait au niveau de l'Afrique centrale. Bien sûr. C'est à déplorer. Et regardez au niveau du sud du Zaïre, ce que l'alliance avec Wagner a fait. C'est des réalités. Donc ça, la Russie... Pour le coup, pour recadrer, est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que l'AES n'a jamais dit qu'il y avait un seul partenaire? L'AES, c'est la Russie. Non, c'est la multipolarité. Attention, c'est la multipolarité. D'après les propos... Non, mais l'AES, c'est la Russie. Je viens de dire tout à l'heure. L'Iran est un des partenaires stratégiques de la Russie. La Turquie est un des partenaires stratégiques de la Russie. La Turquie est en train de vouloir jouer en tant que membre de l'OTAN, mais tout le monde sait qu'il a une forte influence au niveau avec la Russie, la preuve, au niveau de la guerre de Gaza, quand il y a eu Gaza et autres, donc ça dit qu'il a condamné. Mais il essaye, parce qu'actuellement, ce qui est important avec la Turquie en tant que membre de l'OTAN, est en train de vouloir revoir comment je vais exister sans pour autant m'appuyer sur l'OTAN, ni avec les Américains, parce que les gens oublient, la majeure partie des bases, il y a des bases militaires en Turquie, au nom de l'OTAN. Donc, c'est pour te dire qu'au niveau de la géostratégie mondiale, la Russie a besoin de s'appuyer parce qu'il a perdu. Je peux dire quelque chose, c'est que vous faites abstraction du Sénégal dans votre analyse. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez dit que 75% de l'économie sénégalaise n'appartient pas aux Sénégalais. Lorsqu'il y a un contexte de multipolarité, c'est l'occasion pour le Sénégal de dire, OK, dans ce contexte, voilà comment je me redéfinis. Mais on est déjà partenaire de la Russie. Le Sénégal est un des plus anciens partenaires, avant même le Mali, de la Russie. L'une des plus grandes ambassades au niveau du Sénégal, c'est l'ambassade de la Russie. Ça dit que ce qui se passe en coulisses, le Sénégal ne va pas le dévoiler. Le Sénégal est un pays de multiples partenaires américains, français, turcs, iraniens et russes. On a fait ce choix. Mais pour le coup, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est-à-dire qu'apparemment tout est beau, parce que vous avez plein de partenaires. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi 75% de l'économie Ça a fonctionné au niveau de l'armée. L'armée sénégalaise fait partie de l'armée les mieux instruites au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Qui peut me dire le contraire? La majeure partie des généraux africains, sénégalais, sont des généraux qui sont sortis de West Point. Ils n'ont pas fait de guerre, donc ils ne sauraient pas. Non, c'est des ils n'ont pas le satellite, ils n'ont rien. C'est des Saint-Syriens, des West Point et autres. Là, vous parlez de diplôme ou bien de. Non, je dis d'état d'esprit. Le Sénégal a commencé son intervention à l'ONU en 1960. Le premier pays africain qui a été appelé à intervenir ailleurs, c'est le Sénégal. Et au niveau, quand on parle de l'affaire au niveau de la CEDEAO, au niveau de la Sierra Leone, au niveau de Libéria, quels sont les troupes qui ont intervenu pour arrêter Prince Johnson? Une armée, c'est plusieurs choses. Les hommes, logistique, stratégie. Les hommes, forcément, il y en a parce qu'il y a la population au Sénégal. Regarde le logistique de l'armée sénégalaise. Qu'est-ce qu'on produit au Sénégal comme matériel militaire? Est-ce qu'on produit des fusils? Non. Est-ce qu'on produit des balles? Non. Est-ce qu'il y a des satellites? Non. Est-ce qu'il y a des automobiles? Si, on a des satellites. Heureusement, maintenant, le militaire. On n'est pas là pour faire l'inventaire militaire. Ce que je veux dire, il faut qu'on revienne au débat. Ça veut dire quoi? C'est quoi le positionnement du Sénégal concernant le Sénégal? Il a fait un choix de multipolarité. Comme apparemment les pays de l'AES. Le pays de l'AES, il a très bien dit, un monde multipolaire. Non, il faut être clair. Les pays de l'AES ont choisi un bloc, qui est le bloc russe. Non, ce n'est pas le discours officiel. Donc, c'est-à-dire le bloc russe avec ses partenaires. Vous connaissez tous les partenaires de l'Iran est un des partenaires stratégiques au niveau du Moyen-Orient de la Russie. D'accord. Donc, ça veut dire que là, vous nous dites que les propos du ministre des Affaires étrangères, donc M. Diop, qui dit que lui, il est pour un mode multipolaire, pour des partenaires d'un peu partout, à partir du moment qu'il y a des relations gagnantes. Donc vous dites non, M. Diop ne dit pas la vérité, entre guillemets. Non, pour moi, c'est une vérité masquée. Pourquoi je dis que c'est une vérité masquée? Parce qu'on sait que la Turquie, l'Iran sont du bloc russe. Comme on parle du Corée du Sud, du Corée du Nord, le Corée du Sud, le Japon, tout ce qui est les pays, Malawi, Tanzanie, tout ça, c'est du bloc, on peut dire, c'est du bloc américain. Donc ça dit que l'Afrique est divisée en deux blocs. Il y a un bloc qui commence à émerger, c'est le bloc du Rwanda, qui est un petit peu en train de jouer entre les puissances russes et américaines pour pouvoir exister, parce qu'actuellement, on peut dire que l'armée la
plus structuré au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à part l'Afrique du Sud, les pays Maghreb, c'est le Rwanda. Donc ça veut dire que pour dire qu'actuellement le problème de la CEDEAO n'est pas seulement le Sénégal et le Mali, mais c'est entre la France, la Russie et les États-Unis. Comment je vais faire, la France me dira, comment je vais faire pour davantage être plus fort en appui au niveau de la CEDEAO pour que mes voix puissent compter. Parce que ce que les Africains ne savent pas, la majeure partie du budget de la CEDEAO, qui soit le budget de l'Union africaine, est financé par les Occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle l'AES a décidé de quitter la CEDEAO. Exactement. C'est-à-dire que la premier élément de dire que je quitte, il n'y avait pas eu de soutien. Parce que nous, en tant que Sénégalais, ce qu'on attendait, c'est comme ce qu'on a fait à Yaya Jammeh. Donc ça dit qu'on attendait que la CEDEAO puisse militairement être présent pour soutenir le Mali, le Burkina Faso et autres. Malheureusement, on avait le Nigeria qui a mis son veto. Parce que le Nigeria, lui, comme que c'est dommage, parce qu'au niveau du CEDEAO, le problème du CEDEAO, c'est quoi? Tant que ce n'est pas le Nigeria qui a le top go, aucune initiative ne se prend. Bien sûr, ils ont y. C'est ça qui est un peu dommage. Et aussi, quand on parle du franc CFA, tout le monde sait que le franc CFA n'est pas avantageux pour l'Afrique. Et donc, Diomaye est en train de travailler pour voir quelle est la solution. On parlait de l'éco. Depuis 5 ans bientôt, Alassane Ouattara et Macky Sall nous ont vendu l'éco. Jusqu'à présent, on n'a pas vu l'éco. Donc, on te dit, la meilleure façon de faire, nous, on encourage les pays de l'AES de faire la monnaie. Donc, c'est-à-dire, nous, on encourage, vous, le Sénégal... les membres de la CEDEAO, parce qu'il faut des zones textes. Les zones textes, ça veut dire quoi? En tant qu'économiste, tu dis que moi, je vais créer une monnaie pour voir la stabilité au niveau de cette monnaie-là. Et que les garanties, qui sera la banque qui va garantir cette monnaie-là? Si je puis me permettre, parce que bon, là, c'est un débat très théorique pour des spécialistes. Maintenant, on sait tous que l'Afrique est peuplée à 75% de jeunes, de 25-30 ans à tout casser. Et l'avenir d'un pays se trouve entre les mains de cette jeunesse. On le sait, là, j'enfonce une porte ouverte. La question que je vous pose tous et qu'on doit tous se poser, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, à supposer que la France accepte, entre guillemets, de laisser à l'Afrique les rênes de son destin, que la Russie aussi accepte de laisser à l'Afrique les rênes de son destin. Est-ce que l'Afrique, et en particulier l'Afrique francophone, dispose-t-elle d'une jeunesse suffisamment formée pour prendre le relais? Donc, en tant qu'éducateur de ce côté-là, qui a mis en place des structures de formation au niveau de l'Afrique, je peux te dire que je peux donner une chiffre. Oui. 45% de la jeunesse africaine n'est pas formée. Voilà. D'accord. Tout le problème est là. Il reste quand même 55%. Non, c'est pas assez. Non, les 55%, disons bien les 55%, dans les 55%, on a 35% des jeunes qui sont formés sous des matières qui ne sont pas des matières pour le développement. Voilà, donc ça reste 20%. Donc pour vous, la dépendance est presque vitale. Ce que je dis, c'est que non, la puissance d'un pays ne se trouve pas ni dans son armée, ni dans ses banques. La puissance d'un pays se trouve dans ses universités. Donc aussi longtemps les ressources humaines sont... Oui, voilà, la première des matières, c'est la matière grise. On a évoqué le Rwanda. Le Rwanda, en termes de superficie, c'est un micro-pays. Pourtant, ça devient, en tout cas le Qatar, ça devient une sorte de phare. Pourquoi? Parce qu'on observe un investissement massif en matière d'éducation. On aurait pu également citer le Botswana. Le Botswana aussi est un fer de lance en matière de développement. Donc, aussi longtemps qu'on ne se sera pas attardé sur cette problématique de l'éducation de la jeunesse, et notamment de son rapport à la lecture, plus un pays lit, plus il se développe. Un pays qui ne lit pas, une jeunesse qui ne lit pas, c'est une jeunesse immobile, qui après va être enfumée dans des discours moralisateurs, dans des discours panafricains purement théoriques, mais dans les faits, quand il s'agit d'agir, quand il faut prendre le relais à l'échelle de la société civile, rien ne se passe. C'est tout ce qu'il faut dire. Et pour le moment, en tout cas dans l'espace francophone, à part Abdoulaye Diop, qui a mis le doigt sur cette problématique il y a quelques jours encore, eh bien, je ne vois pas de leader d'opinion qui incite la jeunesse, non pas à sortir brandir des drapeaux de tel ou tel pays étranger, mais à se retrousser les manches et à investir massivement son énergie dans l'élévation de l'esprit. C'est le mot d'ordre absolu. Un pays ne peut se développer qu'en développant son cerveau. Exactement, c'est justement ça. Lorsque je dis que je n'ai pas vu d'offre importante de M. Diomaye Faye, et son excellence Diomaye Faye, c'est des choses comme ça. Parce que lorsqu'on appelle à la renaissance de la CEDEAO, c'est pour qu'elle se remette en question. La ressource humaine, elle est où? La matière grise. Aujourd'hui, on parle de l'IA. Qu'est-ce que la CEDEAO en fait? Ils ne sont pas dedans. On parle en fait, tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle, l'avenir en fait. Ouais. La CEDEAO n'est pas dedans. Pourtant, c'est une organisation économique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'économie à l'aide du digital sans penser à la technologie. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? Donc la CEDEAO est obsolète. Aujourd'hui, elle n'a pas...
Elle doit se Elle reconstruire. Elle n'est pas au elle ne rendez-vous des répond défis de plus- l'histoire. Exactement, elle ne répond plus aux besoins du président de C'est ça. l'avenir. Donc c'est l'AES qui répondrait éventuellement la Qui nouvelle. aspire à Qui ça. aspire, Qui en tout aspire. cas oralement, qui a C'est conscience, ça. si on en croit les propos du ministre des Affaires étrangères, M. Diop, Diop, qui a conscience de ces défis. C'est ça. Accra Montana, c'était la semaine dernière. Voilà. Il a bien réaffirmé que nous sommes vraiment dans les enjeux de l'avenir, du Voilà. présent et de l'avenir. On veut vraiment se projeter. On n'est plus dans le contre. Parce que lui, il estime que la partie où il fallait lutter pour se décoloniser, c'est-à-dire pour avoir l'autonomie de décision et de pensée, qu'elle est un peu derrière, ou bien elle est pratiquement franchie. Maintenant, il faut se projeter dans le monde à venir. Et là, justement, c'est où il a parlé de la multipolarité. Parce que lorsqu'il parle de la monnaie, on ne peut pas avoir une monnaie si on ne collabore pas avec les Américains et Européens. C'est impossible. Non, c'est que ça dit que Parce que les marchés, c'est eux qui C'est les contrôlent. arrimé sur le dollar. Ou... Exactement, les marchés, c'est eux qui les contrôlent. Mais l'or, Il faut mais l'or. absolument t'arrimer à la livre sterling, il faut t'arrimer au dollar, il faut t'arrimer au yuan. Donc, le monde divisé par deux, comme vous le pensez, il n'existait pas. En Pas fait. encore, en tout cas. Non, c'est que moi, c'est que là où je vais venir, donc ça dit... c'est que- Rapidement, excusez-moi, Ouais, on d'accord. va continuer avec une vidéo donc, de Abdoulaye Diop, pour le coup c'est d'actualité. Alors on va faire une pause et puis on revient dans un instant. Plus de 4 mois après avoir annoncé son retrait de la CEDEAO, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop est revenu à Bruxelles sur les raisons qui ont motivé son pays à quitter l'organisation dans un contexte de tension régionale. Si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc on ne peut pas se comprendre. Donc je pense que ça nous a amené dans un différend extrêmement profond avec le reste de la région et des sanctions ont été imposées à nos pays. Des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain, on a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe, fût-il l'organe des chefs d'État. Mais ça a été fait. Aujourd'hui, avec la création de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont redéfini leurs priorités avec pour seul objectif de vaincre préalablement le terrorisme. Au-delà de cette question, la souveraineté des États africains devrait être au centre de la gouvernance publique. Aujourd'hui, l'AES se bat pour ça. Pour une gouvernance améliorée, une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro 1, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Et ensuite, créer des modèles de gouvernance qui peuvent... 2, mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment avec ces États, parce que les anciennes puissances coloniales ou d'autres, il y avait des donnes qui étaient là. Nous, on n'est plus dans ça. On veut rabattre les cartes pour regarder. On veut naturellement que les partenaires qui viennent gagnent, mais qu'en priorité, nos populations gagnent. Et on sait que les ressources sur lesquelles on est assise nous permettent de discuter d'abord pour que ça bénéficie à nos populations. Si d'autres partenaires en bénéficient aussi, c'est tant mieux. Ces 3 pays partagent les mêmes réalités climatiques, géographiques, culturelles et même sécuritaires. Donc on a décidé de mettre en place une communauté qui puisse nous aider, à assurer la sécurité, à lutter contre le terrorisme, parce qu'on lutte contre le terrorisme dans cet espace depuis longtemps, mais on ne pouvait pas le faire ensemble. Maintenant, on va le faire ensemble. Et contre tous les autres facteurs d'insécurité, le deuxième pilier, c'est de travailler à mettre en place une intégration économique poussée, parce qu'il y avait déjà un espace économique et géoculturel qui était là pour pouvoir travailler, pour renforcer la libre circulation dans nos pays. Grâce aux efforts consentis par les forces armées maliennes et leurs partenaires, la sécurité est désormais de retour sur l'ensemble du territoire national, pouvant laisser entrevoir une perspective d'un retour vers la normalisation constitutionnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de construction
d'une intégration régionale, d'une autre approche à cette intégration régionale, une intégration qui, de notre point de vue, doit être une véritable intégration des peuples et non une intégration d'État ou de chefs d'État. Voilà, c'est vraiment la dynamique que nous partageons avec le Burkina et le Niger. Et aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, nous travaillons, il y a des résultats probants sur le terrain. Les pays de l'Alliance des États du Sahel sont engagés dans un combat géopolitique en vue de retrouver la pleine souveraineté de leur territoire et améliorer les conditions de vie des populations. Allez, de retour sur le plateau, donc Magnéto, surtout la prise de parole de Diop, je pense qu'on peut être tous d'accord concernant cela, il a été très pédagogue. Il a expliqué exactement pourquoi l'AES a été créée. Je pense que les personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'AES ou qui ne savent pas qu'il y avait des moments de flottage, à savoir est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, pourquoi l'AES, pourquoi la CEDEAO, je pense qu'il a bien résumé en 17 minutes les raisons de la CEDEAO, pourquoi cette prise de décision et surtout vers quoi ils tendent. On est d'accord ? Alors, on est plus que d'accord. Simplement, j'aimerais quand même m'attarder sur un petit point concernant ce discours. Et j'invite tous les jeunes à le regarder dans le détail, dans la mesure où, et une fois n'est pas coutume, M. Diop incarne cette nouvelle Afrique, cette Afrique forte, digne, noble, puisque ne serait-ce qu'au-delà du fond, sur lequel on va s'attarder plus longuement, la forme, il est excellent. C'est un grand orateur. Il a une technicité, moi en tant que formateur en communication, rare, qu'on a rarement vue. Or, il faut savoir que sur le plan symbolique, dans l'imaginaire collectif, que ce soit l'imaginaire des étrangers ou l'imaginaire de notre continent, de la jeunesse, jusqu'à il y a encore peu, beaucoup considéraient que le savoir, l'éloquence, c'est les choses du blanc. Et que nous, on devait se contenter de l'à peu près, on devait se contenter d'une forme de médiocrité linguistique, notamment dans des langues qui nous ont été imposées de l'étranger, comme le français. Et bien là, Abdoulaye Diop montre que peut être à la fois un Sankara avec une éloquence forte, tout en étant un patriote. En règle générale, je vais titiller un peu mon camarade sénégalais, quand on était un grand linguiste en français, on était plus Senghor et on ne jurait que par la France. Et bien là, il incarne une rupture culturelle dans une continuité linguistique. Donc sur la forme, c'est déjà quelque chose de très fort duquel on doit s'inspirer. Maintenant, s'agissant du fond, et je vais céder la parole à mes camarades, s'agissant du fond, il a clairement dit, à mon sens, il a tout résumé à travers une phrase. Une phrase. Il dit, bon, moi, je suis même prêt à négocier avec le diable s'il faut, tant que ça bénéficie à nos populations. Mais complètement, et ça revient au discours de... Ils sont rigides, mais pas inflexibles. Je reviens vraiment à ça, inflexibles, mais pas rigides. Et quand on écoute Diop, pour moi, même avant même son discours de Diop, la légitimité de l'AES, moi, je la comprenais. Je ne voyais pas... Et il faut retourner vers les premiers problèmes au Mali, quand il y a eu le début de révolution au Mali. Si on revient bien, c'était même avant le coup d'État militaire. On envoyait je crois que c'était l'ancien président Obasanjo du Nigeria, on envoyait la CEDEAO, on disait la mission de la CEDEAO arrive à Bamako pour régler la situation. Il y avait notamment l'imam Diko qui était un des acteurs à ce moment-là. Dès qu'on disait que la délégation de la CEDEAO arrive, on se disait, ça y est, ils vont quand même régler la situation. Mais au lieu de régler la situation, ils reportaient la situation, ils faisaient du dilatoire, et au final, on a eu quoi ? Étouffement, comment on appelle ça là, les sanctions économiques. Et on s'est dit, mais attends, la CEDEAO, au lieu de régler un problème, c'est là où on a entendu syndicat des amis de Ibeka, syndicat du peuple. Donc, donc cette légitimité, donc il y a eu, et du coup, le Burkina est arrivé juste après. Je vais mettre de côté la Guinée. Là aussi, tout de suite, sanctions. C'était comme une lettre automatique, sanctions, on étouffe le peuple. Ensuite, quand il y a eu le Niger, moi, il y a une phrase qui m'avait révolté. Bon, c'était la ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui disait on va envoyer nos troupes pour aller sauver Bazoum parce que c'est le coup d'État de trop. Si on laisse continuer, les autres pays vont avoir... Moi, déjà, ça m'avait révolté. Et je me souviens d'une chose, c'est que quand ils ont dit ça, qu'on va attaquer la CEDEAO, tout de suite, le Mali et le Burkina, ils n'ont même pas dit... On va attaquer le Niger. Non, ils ont dit, vous attaquez le Niger, vous nous attaquez. Mais au-delà de ça, d'habitude, si on disait la CEDEAO va venir, ils prennent au moins des mois, des commissions ad hoc, des réunions à n'en plus finir.
quand le Mali et le Burkina a parlé de vous nous attaquez, si vous attaquez, vous nous attaquez, mais les images ont parlé. On voyait les colonnes de chars quitter le Mali, les colonnes de chars quitter pour venir. Et c'est à ce niveau que moi j'estime que c'est ça que j'attendais de la CEDEAO. Vous êtes attaqués, on va vous protéger. Et on entendait, et le pire, ça venait de là, on entendait clairement la France, on entendait clairement ce qu'on n'attendait pas, d'autant plus à ce moment-là, les États-Unis, quand ils allaient au Niger. Donc, vis-à-vis du peuple, moi je trouvais que par rapport au peuple, ils étaient, et pour en revenir au niveau de la communication, et c'est dommage que ça n'a pas été évoqué, et j'aurais voulu que la plupart des panafricains ou des Africains, parce que le discours de Sonko à l'université était destiné aux panafricains, et s'ils écoutent, sauf que, bon, au Sénégal, ils en ont fait autre chose, parce qu'il y avait Mélenchon, en France, ils en ont fait autre chose, mais qu'ils écoutent le discours de Sonko aussi, à ce niveau-là, mais il dit clairement la position du Sénégal ou même de l'Afrique à l'extérieur et eux, c'est surtout éviter ce discours de mainmise et même il veut une rupture claire et nette des relations entre l'Occident et l'Afrique. Oui. Oui, le discours du ministre Diop au forum de Grand Montana, il est assez illustratif de ce qu'ils veulent désormais, c'est-à-dire, le respect du Mali et des autres, donc de l'AES, c'est-à-dire le respect des choix stratégiques. Il l'a reformulé de façon très claire. Vous venez chez nous, c'est OK, on est d'accord que tout le monde vient, sauf que vous allez respecter nos règles, on va dealer d'égal à égal, on va dealer de façon équitable pour que chacun puisse tirer des bénéfices du deal. Si on revient un peu en arrière, il y a quelques semaines ou quelques mois, la ministre une ministre américaine a débarqué à Niamey sans demander l'audience. Oui. Elle débarque, elle dit, bon, où est le président? Je veux le voir. On a dit non, le général Tiani a dit non, vous ne me recevez pas. Vous recevez avec beaucoup de courtoisie, vous allez être reçu par mon Premier ministre. Et ça se limite là. Donc, ça a créé pas mal de bruit. Donc, le ministre Diop a l'opportunité de recadrer cela. Et c'est difficile parce que dans la mentalité occidentale, lorsqu'il vient en Afrique, c'est un peu comme on va au magasin, où le magasin, en fait, on descend au stock et puis, bon, on trouve des gens et puis on donne des autres. Donc, c'est cela, en fait, qu'il faut déconstruire dans la tête de nos partenaires occidentaux. Il leur a rappelé que je suis prêt à travailler avec vous, mais voilà mes conditions. Mais en tout cas, ce qui est important quand même dans sa prise de parole, c'est-à-dire que M. Diop explique clairement pourquoi l'AES est né. L'AES est né en réaction justement, des actions menées par la CEDEAO. Donc il insiste dessus. Et il explique qu'il y avait un idéal panafricain auquel eux croyaient, auquel les anciens croyaient, les prédécesseurs croyaient. Et finalement, la CEDEAO, par ses actions, à savoir on va attaquer le Niger, à savoir on va sanctionner, à savoir on va fermer les frontières, eh bien c'est dit, non, attendez, nous on a fondé, on n'est pas rentré, on a fondé la CEDEAO pour au contraire que ce soit un outil pour les Africains, par les Africains. Et finalement, c'était un peu la goutte de trop. Il explique clairement les choses. Exactement, il explique justement que eux, ils ne s'attendaient pas à ça. Surtout, il y a un minimum, c'est qu'il faut être légal, c'est-à-dire lorsqu'on a une charte, on a des conventions, et que les autres composent, comme les sanctions, ne respectent aucune des conventions de la CEDEAO, c'est problématique. Ouais. La légalité, c'est quelque chose de fondamental. Si on ne respecte pas les lois qu'on s'est soi-même établies, on n'est pas sérieux. Et c'est ça, en fait, qu'ils ne veulent plus. Ça a vidé la CEDEAO de toute crédibilité. Oui. C'est juste un tic de papier. C'est maintenant, on le sait tous, que comme c'est un instrument au service d'autrui, qu'à partir du moment où ça a été dit, on ne respecte pas les propres lois qu'on s'est instaurées, comment être crédible à l'échelle du monde? On n'est qu'un instrument extérieur, hélas. Et il a aussi dit clairement. Tout à fait. Et il a aussi dit, en fait, qu'il y avait deux époques. L'époque où ils avaient agi contre, c'est-à-dire contre tous ceux qui voulaient envahir leur espace. Et maintenant, ils sont plus dans le pour. Pour, ça veut dire qu'ils ont des projets pour l'AES, des véritables projets d'intégration économique. Là, par exemple, ils parlent de l'université de l'AES, université justement tournée vers l'avenir, ou avec la collaboration avec leurs partenaires,
diversifiée. Il parle de souveraineté économique, Exactement. culturelle. Ouais, Il insiste, ouais. là c'est vraiment une création. Il parle de la confédération qui va naître et Exactement. plus tard la fédération. Exactement. Donc il y a effectivement, c'était une réaction Ouais. qui finalement s'est transformée en construction. Exactement. C'est surtout ça, réaction, construction, mais ils peuvent, c'est pour ça que je dis, s'ils réintègrent ça dans les territoires. Parce que si vous écoutez P. Diop, il y a effectivement cette partie, mais au-delà de ça, il n'a jamais remis en question les autres peuples. C'est-à-dire que ce n'est pas Guinée, Mali, Burkina et Niger, mais il a parlé du Togo, du Bénin, des autres peuples. Donc, pour moi, je veux dire, ce qu'eux, ils sont en train de construire, c'était ça la base, normalement, de la CEDEAO. Donc, c'est pour ça que je dis, avec eux, avec ce process, on peut reconstruire la CEDEAO à partir de ça, pour moi. Mais avec les bons acquis qu'on a. J'ai juste une question. Actuellement, lorsque vous parlez de reconstruction à CEDEAO, on a le cas du Bénin qui héberge une base militaire française à quelques centaines de kilomètres de Niamey. On remet ça en cause. Et actuellement, ça crée des difficultés au niveau de l'écoulement du pétrole nigérien via le port de Lomé. Et à ce jour, le Bénin est inflexible dessus. Mais il a dit quoi qu'il en soit, il y a des profonds désaccords avec des pays de la CEDEAO, donc c'est pour ça que ils sont inflexibles. Un retour dans la CEDEAO va être inflexible sur ces difficile. questions-là. Pour moi, comme malheureusement, il y a la CEDEAO des bailleurs. Actuellement, ce qu'on assiste, c'est un petit peu la CEDEAO des bailleurs. Parce que malheureusement, toutes les actions qui ont été mises en place au niveau de la CEDEAO, depuis une vingtaine d'années, sont là que pour des intérêts stratégiques de la France et des États-Unis. Les Américains sont un peu fâchés parce qu'ils n'ont plus de base de stratégie au niveau des forces spéciales, au niveau du Niger. Au niveau du Burkina Faso, la France, qui avait des forces spéciales au niveau il n'y en a plus. Donc ça dit qu'ils sont un peu fâchés. Donc le discours de Diop rejoint un petit peu le discours des précédents. Précédemment, ça veut dire quoi? Cheikh Anta Diop l'avait parlé. Sonko, quand vous regardez en 2021, il en avait parlé quand il était invité sur France 24. Il en avait bien parlé de dire qu'il faut que... C'est le même discours que les Sénégalais ont. C'est-à-dire que nous... Et c'est là la différence fondamentale, c'est qu'il faut poser des actes concrets. Non, c'est-à-dire que le Sénégal... Nous, le Sénégal, pourquoi Sonko a été élu? Sur un discours bien clair et bien précis. On l'attend sur les faits. Non, on est en train de le faire. Parce que pourquoi, au niveau du foncier, le gouvernement a arrêté tous les contrats du foncier. Non, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire non, que... c'est que son discours, le fait de vouloir ramener... Après un an, je l'aurais entendu. Oui. Mais il y a quand même un acte qui a été posé, à savoir vouloir ramener le Mali, le Niger, dans la CEDEAO que nous avons... Que nous allons reconstruire. Qui ne peut pas faire ça mieux? Parce que la CEDEAO, le Mali, soyez gentils, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des greniers de la CEDEAO. Je vais vous dire, ça dit que c'est les greniers de la CEDEAO. Donc la CEDEAO a besoin du Mali, la CEDEAO a besoin du Burkina Faso, du Niger. Pourquoi? Parce que c'est des locomotives en termes agricoles. Donc ça dit que nous, Sénégalais, la majeure partie des importations qui viennent de la région viennent du Mali, du Burkina Faso ou autre. Donc ça dit que nous, pourquoi le fait de faire... Oui. Même plus par rapport à ça, parce que là on parle du Sénégal. Mais le Bénin ne peut pas se passer de la Côte d'Ivoire ou du Burkina. Exactement. Le Burkina ne peut pas se passer non plus de la Côte d'Ivoire. Et nous on parle en termes d'État, de chef d'État, mais on oublie aussi les marchands, les entrepreneurs, le peuple. La difficulté pourquoi l'AS doit revenir? Parce qu'il n'a pas de port d'attache. Et aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est de pouvoir... passer par la Mauritanie. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mer. Oui, mais ils peuvent passer par la Mauritanie. La Mauritanie. Si vous voulez, aujourd'hui, la crise avec le Bénin est un use case, un cas d'usage de ce que veut la CEDEAO. Parce qu'à ce jour, cette crise-là, la CEDEAO serait déjà commis une commission pour dire, OK, voilà un différend frontalier dans la CEDEAO à cause des forces extérieures. Donc c'est à ce moment-là que la CEDEAO doit intervenir pour dire, OK, voilà le problème qu'on décrit, il est encore là en fait. Parce que tu ne peux pas être là, tu dis non, je ne veux pas d'armée étrangère à ma frontière, et ton pays voisin te dit non, cette armée reste là, et vous parlez encore du retour dans la CEDEAO. Ce que tu dis pas, le Bénin et
le Niger ne sont plus liés à des accords commerciaux. En tout cas, Parce que l'autre, il a quitté la CEDEAO, donc il ne peut bénéficier plus du libre-échange qu'il avait avec la CEDEAO. Ce que je dis, vous oubliez quelque chose de fondamental, c'est qu'on a la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Tous ces pays sont impliqués là-dedans. Donc, du coup, il n'y a pas une seule structure, il y en a plusieurs. Il y a l'UEMOA, il y a la CEDEAO, il y a la ZLECAf qui se superposent. Ouais. Donc, ça, c'était une opportunité pour la CEDEAO pour dire, moi, je veux faire ma mue, je vais désormais être une organisation au service des peuples. Et étant donné qu'il y a un conflit entre le Niger, un différend entre le Niger et le Bénin pour ce pétrole, dont il y a une convention. Donc ça, c'était l'opportunité pour la CEDEAO de se saisir de l'affaire pour dire, désormais, j'ai appris qu'il faut régler les problèmes de mes membres, ou bien même si c'est les ex-membres. C'était l'opportunité pour eux de monter la bonne foi, en fait, la bonne foi de faire sa mue. quoi qu'il en soit, le thème, on est d'accord, c'est une réconciliation est-elle possible et non pas un retour est-il possible. Donc pour revenir sur la question, donc on insiste sur les propos de M. Diop, à savoir il est pour le dialogue. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est pour le dialogue, une réconciliation devrait être possible. Même si les intérêts sont divergents, peu importe, on peut travailler sur des points qui nous rassemblent. Exactement. La phrase dont il avait dit, et je pense que c'est vraiment cette phrase, en écoutant, à la limite quand on dit rigide, mais ils sont rigides mais pas inflexibles, j'ai trouvé même que le discours de M. Diop était un peu plus un cran, beaucoup plus en allant vers le dialogue. Mais la phrase dont moi, cette phrase-là où il a dit, même si je dois dealer avec le diable pour l'intérêt de mon pays, je le ferai. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une réconciliation annoncée vers la CEDEAO. En tout cas, annoncée vers tous les potentiels partenaires, et il insiste dessus, c'est-à-dire qu'il est, à travers donc Diop, l'AES a montré un visage ouvert, un visage où il considère qu'il faut il faut travailler avec le maximum de partenaires, et la CEDEAO qui regroupe peut-être pas. Non, mais pour eux, le diable, c'est... Je suis pas sûr. La France et la des CEDEAO. peuples frères. Non, il a insisté sur des mots très clairs, qui regroupent des peuples frères. Il disait que le problème aujourd'hui entre l'AES et la CEDEAO, le problème entre les États, c'est entre les États, ce n'est pas entre les peuples. Quoi qu'il en soit, les peuples continuent à vivre, à travailler ensemble, etc. Moi, j'espère, sans vouloir vous interrompre, j'espère que dans cette dynamique de fraternisation concrète des peuples et de la jeunesse, on pourra un peu s'inspirer, même si comparaison n'est pas raison, s'inspirer de ce que l'Europe ou les 20% de l'Europe, des étudiants, ont mis en place via Erasmus. Pourquoi ne pas créer un Erasmus à l'africaine, en tout cas à l'échelle francophone, au même titre que, d'une certaine façon, Fred Swaniker, le Ghanéen, a mis en place dans l'espace anglophone. Quand on met en sorte... Vous savez que tous les dirigeants du monde se réunissent une fois ou deux par an, je crois, à Davos. Ils sortent tous des mêmes universités. C'est des anciens camarades d'université. C'est-à-dire le monde est structuré et noué par des alliances, par des amitiés fondées sur les bancs des universités. Donc si on veut parler de façon objective et utile de l'avenir du continent, il faut d'abord s'attarder pour fraterniser, pour revenir au sujet, mettre en place une sorte d'Erasmus francophone où on réunit les graines, tous les étudiants de 18, 20 ans, peu importe, 16, 20 ans, on les mélange tous ces années. Pour créer cette union, de sorte que dans 10 ans, la question ne se pose même plus. Donc pour terminer, on va faire un tour de table rapidement, c'est vraiment la régie qui me dit que c'est terminé. Donc une réconciliation sera possible entre l'AES et la CEDEAO si souveraineté de l'AES est respectée, souveraineté militaire, souveraineté économique, donc il a insisté dessus, si quoi d'autre? Donc moi je dirais plutôt que rebondir de lui comme information, la majeure partie des pays africains au niveau de l'Afrique de l'Ouest sont sortis de l'université Cheikh Anta Diop. Merci. Et si la CEDEAO a assez de courage pour accéder aux exigences de l'AES pour réintégrer, pour qu'il soit réintégré. Parmi les exigences, par exemple, il y a le fait de se débarrasser des bases militaires étrangères. Ça, c'est une condition sine qua non. Parce qu'ils ne sont pas prêts à retourner dans le même passé. Donc, c'est une condition assez difficile. Et jusqu'ici, le Bénin nous montre qu'ils ne sont pas prêts à accéder à cela. Et si la CEDEAO redevient montre en tout cas quelle est la CEDEAO des peuples en termes de communication que la CEDEAO du syndicat des chefs d'État qui est sous couvert par la France. Si et seulement si l'Afrique se réconcilie avec elle-même, en particulier sur les plans symboliques, il n'est pas normal que
les artères principales de telle ou telle ville africaine portent le nom de personnes non africaines. C'est tout simple, hein. Mais les symboles construisent une unité, construisent une fierté collective. Donc la réconciliation est possible, à condition que nous-mêmes nous réconcilions vis-à-vis de notre fierté, vis-à-vis de notre passé glorieux, royal, comme tous les autres peuples du monde, hein, ni plus ni moins. Voilà, je crois que le message est passé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Merci à tous les intervenants du jour. Merci bien sûr à nos téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Eh bien, je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine.